Alors, quelques commentaires rapides sur cette première partie qui utilisait des propriétés de l'élément Bohr, soit sous la forme atomique, soit sous forme de molécules. C'était une introduction aux propriétés du borane. Donc, la première question vous demande de retrouver la structure électronique de l'élément Bohr. C'est une évidence. Ce qui est donc intéressant, c'est pas le résultat, parce que tout le monde arrive à 1s2, 2s2, 2p1, mais c'était de bien utiliser les indications de l'énoncé pour arriver à ce résultat-là. Ici, il était question de repartir de la connaissance de la ligne et la colonne dans laquelle on trouve l'élément Bohr et de repartir de cette définition-là pour savoir que le Bohr était sur la deuxième ligne du tableau et dans la colonne 13, donc avec une structure externe en 2s2, 2p1. C'est parce qu'on connaît la structure électronique qu'on en déduit donc la valeur de Z, pas dans l'autre sens. En fait, pour la question 2, on vous demandait les triplés de nombres quantiques qui étaient associés aux orbitales atomiques de valence. Il fallait donc que vous repreniez les définitions de N, L et ML et que vous proposiez les valeurs possibles lorsqu'on se place sur les orbitales de valence petit n est égal à 2, c'est-à-dire que les valeurs de L autorisées sont 0 et 1, et les valeurs de ML correspondantes sont soit 0, soit moins 1, plus 1 et 0. Et il fallait dessiner les triplés mis en œuvre. J'ai toujours les mêmes remarques à faire pour le dessin d'un schéma de Lewis, qui ici était assez simple. C'est quand même pas mal de me parler de l'hypervalence, donc de la présence du coup d'une lacune sur l'élément Bohr. D'écrire le schéma de Lewis ne posait aucun problème. Vous avez encore beaucoup de mal à discuter d'une structure géométrique dans l'espace. Il est bien plan trigonal. Ici, il fallait relever qu'il était régulier, c'est-à-dire que chacun des angles était bien égal à 120 degrés. La propriété attendue pour le borane, c'est la présence de cette lacune sur l'élément Bohr, donc des propriétés électrophiliques. Là où c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous avez surtout mal lu l'énoncé. Il est question ici de s'intéresser aux orbitales moléculaires de la structure diborane et d'expliquer comment cette structure peut exister. Mais on part pas de zéro, on part pas de Bohr et d'hydrogène séparés. On part d'orbitales de fragments qui ont été au préalable établis et dont on vous donne uniquement les résultats à exploiter. Lorsqu'il s'agit de construire le diagramme de BH2 deux fois, eh bien c'est que on a besoin ici de accrocher, créer une liaison entre deux morceaux qui sont déjà BH2 et dans lequel le texte vous disait très clairement que vous n'aviez que deux orbitales moléculaires à mettre en œuvre, la A1 et la B2. Encore une fois, les propriétés de symétrie de ces orbitales par rapport aux opérations de symétrie vérifiées par l'édifice chimique vous donnaient la réponse. Une était symétrique, l'autre était antisymétrique par rapport à une symétrie plane sur le plan XOZ. Donc en fait, elles étaient orthogonales entre elles, et puisqu'elles sont orthogonales entre elles, c'est que le seul moyen de faire interagir deux morceaux BH2 pour donner BH2 deux fois, c'était que seules des orbitales de même nature se recouvrent l'une avec l'autre, A1 avec A1, B2 avec B2. Et donc, on arrivait comme ça à dessiner de manière conventionnelle les orbitales moléculaires qui sont issues d'un tel recouvrement. Si je m'intéresse à A1 en interaction avec A1, deux orbitales moléculaires se recouvrent en donnant naissance à deux orbitales moléculaires, une liante, une antiliante. En l'occurrence ici, la zone de recouvrement est une zone de recouvrement axiale, donc il y a une sigma et une sigma étoile. Et si vous continuez sur ce raisonnement-là, eh bien vous allez voir apparaître les deux autres cas possibles qui sont B1 inter B1, et ce B1 inter B1, il va lui mettre en œuvre un recouvrement qu'on reconnaît comme étant le recouvrement entre deux orbitales de type plutôt P, donc des recouvrements de type pi ou pi étoile, une liante, une antiliante. Et on oppose de manière symétrique, comme indiqué dans l'énoncé, les deux morceaux BH2. Vous voyez que les deux liaisons que j'ai laissées vides sont les liaisons dans lesquelles pointeront les hydrogènes. Et dans l'interaction entre B1 et B1, il n'y a pas de développement des orbitales moléculaires sur la position des hydrogènes. Tout se passe uniquement entre la position des deux noyaux de Bohr. La vraie difficulté, c'était de bien lire l'énoncé pour arriver à connaître l'ordre dans lequel sont placées ces quatre orbitales moléculaires, puisque la sigma étoile était au-dessus de la pi et de la pi étoile. Quant au nombre d'électrons de valence à placer, il était donné dans l'énoncé. Il y avait uniquement un électron apporté par chacune des orbitales de type A1, la B2 étant vide, donc en tout, il y avait deux électrons à placer. Et ça veut dire que le nombre d'électrons de valence que l'on prend en compte pour le morceau BH2 deux fois, c'est uniquement 2, et ça donne une structure en sigma, enfin psi 1 carré ou en sigma carré, c'est pareil.
La suite de cette histoire, c'est d'arriver à la construction de l'édifice B2H6. Et quand vous comptez bien, B2H6, c'est un H2 qu'on rajoute à un BH2 deux fois, c'est-à-dire un B2H4. Donc ce qu'il fallait bien comprendre en regardant la manière dont c'était indiqué dans l'énoncé, c'est que le H2 qui allait venir s'intercaler finalement entre les positions des deux bords avait une orientation spatiale qui était particulière. Redonner les orbitales de valence engagées par ce fragment de type H2, ça tout le monde a su faire. J'apprécie ceux qui en ont quand même donné l'origine à partir de la construction de H2 sous la forme de la combinaison linéaire de deux orbitales 1s pour expliquer 1 la taille et 2 le signe des deux orbitales impliquées dans sigma et sigma étoile. Mais ça c'était la partie facile. Et à partir de la question 10, je dois avouer qu'on a perdu pas mal de monde, même s'il y a des gens dans la classe qui ont répondu de manière correcte à cette question-là. Il s'agissait ici de reprendre les opérations de symétrie qui étaient imposées dans l'énoncé pour les deux fragments. Et il faut bien que vous compreniez que le fragment H2 est un fragment qui est orienté selon l'axe OY, il pointe vers vous, et non pas selon l'axe OZ. Ça posait pas mal de problèmes et c'est fondamental pour les opérations de symétrie plane de bien l'orienter dans l'espace. Quant aux orbitales du fragment BH2 deux fois, c'était les 4 orbitales qui avaient été construites dans les questions précédentes. J'ai repris dans le tableau le dessin conventionnel de ces orbitales-là pour que vous puissiez mieux reprendre les opérations de symétrie. Je vous laisse refaire le calcul, voir que finalement c'était pas si difficile que ça d'arriver aux conclusions. Les conclusions étant qu'il existait deux combinaisons linéaires de deux orbitales moléculaires, soit une orbitale du fragment BH2 deux fois et la sigma, soit la psi2 et la sigma étoile, deux orbitales moléculaires restant non liantes. Ça pouvait paraître compliqué, mais n'oubliez pas que vous aviez à votre disposition le diagramme énergétique résultant de ces interactions. Les pointillés de corrélation étaient indiqués. Ça veut dire qu'en fait, vous n'aviez qu'à vous conforter dans l'interprétation des opérations de symétrie pour retrouver les pointillés de corrélation qui étaient dans le diagramme. En ça, vous étiez bien aidés. Certains d'entre vous ont d'ailleurs bien utilisé cet argument-là en disant « je remarque que ». Et c'est très bien de le faire comme ça. Vous retrouvez qui est non liant, qui est anti-liant. Grattez des points là où ils sont à prendre. Même si vous n'avez pas trouvé les bonnes orbitales, même si vous n'avez pas tracé le tableau de symétrie, vous pouviez les appeler psi1, psi2, psi3, psi4, comme c'était dit dans l'énoncé, et en déduire, grâce au diagramme, quelles interactions étaient à prendre en compte. Ensuite, pour représenter les orbitales, effectivement, là, si vous n'aviez pas les psi1, psi2, psi3, psi4, ça pouvait poser problème, mais vous auriez pu au moins me dire quel était l'orbital de fragment initial qui était associé à un grand coef ou à un petit coef, de manière à m'expliquer qui aurait dû être dessiné de manière importante dans la structure ou pas. Le schéma de position des différents centres atomiques était donné pour bien insister sur le fait qu'on venait placer les deux H en position, on va dire, centrale et pointant vers vous. Je fais défiler pour revenir au dessin. Vous voyez, j'ai repris le diagramme qui vous était donné. On insiste sur le fait que les deux positions centrales, là, sont celles sur lesquelles vient s'insérer l'orbital H, les orbitales moléculaires de H2, le sigma et le sigma étoile. Les pointillés étaient à remettre ensemble. Voilà, ça je vous laisse y réfléchir, mais je pense sincèrement que vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre ce diagramme-là. Quant à faire une configuration électronique, pas de grosses difficultés non plus, à partir du moment où on avait bien compris que le fragment BH2 deux fois n'avait que 2 électrons de valence, que le fragment H2 en amène lui aussi 2, donc il y avait 4 électrons à placer, et ces 4 électrons à placer vous amenaient à 2 conclusions intéressantes. D'abord qu'on arrivait à un indice de liaison égal à 2, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a que 2 doublés d'électrons liants entre les deux bords et H2. Sauf que quand on dessine le schéma de Lewis de la structure B2H6, on se rend compte qu'il faut dessiner 4 liaisons, qui ne sont en fait pas des vraies liaisons, mais ce que j'appellerais plutôt des demi-liaisons. En tout cas, ce sont des liaisons délocalisées. Et encore une fois, on tombe sur une conclusion qu'on connaît bien, c'est que le schéma de Lewis, qui localise obligatoirement 2 électrons entre 2 noyaux, quelquefois il est mis en défaut. Et sur cette structure-là, il est particulièrement mis en défaut. Je vous laisse refaire cet exercice-là qui n'était pas si compliqué que ça en fait, mais qui demandait beaucoup de rigueur, qui demandait d'appliquer le cours tranquillement, étape par étape, et vous devez tous y arriver.